Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un format de vidéo particulier parce que c'est la première vidéo d'une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Objectif UNESCO OCDE Banque mondiale. Donc je m'explique. Je fais déjà des vidéos par rapport à mon parcours doctoral. Donc je documente mon parcours doctoral, les différentes étapes et tout. Et, euh, et je fais aussi des vidéos pour mon podcast où j'invite des gens qui viennent partager leur parcours, leurs expériences, les conseils qu'ils auraient aimé avoir, tout ça. Donc, je trouve que tout ça, ça apporte de la valeur et c'est très bien. Par contre, les expériences des gens, les gens quand ils viennent raconter leurs expériences, c'est pas immersif. C'est ils viennent une seule fois, je leur pose des questions, ils y répondent en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un format immersif par rapport à moi, mon évolution de carrière vu que je fais déjà un format immersif par rapport à mon doctorat. Donc, ça vous permet aussi de voir en fait le lien direct entre le doctorat et ce que la carrière que j'ai envie de construire aussi et plus tard. Et le doctorat est une composante principale quelque part de cette carrière-là. Donc, je lance une nouvelle série de vidéos par rapport à ça. Pourquoi Objectif UNESCO OCDE Banque mondiale? Parce que c'est l'une de ces organisations internationales que je veux intégrer. Donc mon projet professionnel, on va dire, tourne autour de ça. Et, euh, et c'est voilà la raison pour laquelle je fais ça. Et aussi, c'est parce que les processus de recrutement dans ces organisations, ça peut être très long, ça peut être très compliqué. Et souvent, on ne trouve pas de réel feedback, en fait, de personnes qui partagent l'entièreté de leur processus de recrutement. Moi, j'ai cherché des informations. Je suis allée sur des forums, sur Glassdoor, sur Reddit pour avoir des avis, pour avoir des choses. Mais à chaque fois, c'est des, on va dire, des brides d'informations que je trouve. Et je trouve rarement des gens qui font des vidéos complètes par rapport à tout le processus de recrutement, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais pas que le processus de recrutement. Donc, cette première vidéo va concerner un processus de recrutement en particulier, mais toute la suite, toutes les vidéos que je vais faire dans le cadre de cette série de vidéos, ça peut être des processus de recrutement, ça peut être des feedbacks par rapport à certains processus de recrutement, ça peut être des choses que je mets en place pour pouvoir intégrer ces organisations. Mais en gros, c'est tout le parcours par lequel je vais passer pour pouvoir intégrer l'une de ces organisations-là. Et pourquoi pas plusieurs plus tard, dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, qui sait. Mais donc, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et pour commencer la vidéo, je pense que c'est pertinent de... Je vais faire un rappel très rapide de mon parcours qui va vous aider à comprendre la suite plus tard du poste auquel j'ai postulé, des différentes étapes du processus de recrutement. J'ai certainement dit dans d'autres vidéos, mais moi j'ai un parcours assez technique au départ. J'ai fait une licence en mathématiques appliquées, j'ai fait un master en statistique, j'ai travaillé en banque assurance pendant 5 ans, à peu près un peu plus de 5 ans, dans l'actuariat, la modélisation des risques financiers, les statistiques. Donc, on va dire grosso modo qu'avant d'entrer dans le domaine de l'éducation, j'ai déjà plus de 5 ans d'expérience dans tout ce qui concerne l'analyse des données, mais plutôt dans le domaine des affaires, donc banque assurance. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'éducation en janvier 2025, donc ça va faire bientôt 2 ans, toujours dans les données, toujours dans les stats, mais dans le domaine de l'éducation, donc évaluation de l'apprentissage, l'utilisation des données et de la recherche pour informer, orienter les politiques éducatives. Donc, voilà. Donc, on va dire, entre guillemets, j'ai à peu près 7 ans d'expérience professionnelle, 5 dans le domaine des affaires et à peu près 2 dans le domaine de l'éducation. Mais la base, ça reste toujours les maths, les stats, les données. Donc, voilà. Donc, le processus que je vais vous partager, c'est un processus de recrutement que j'ai entamé en fin 2025, fin novembre 2025. Et c'est pour un poste de Project Officer Learning Assessment, un grade de P3. Si vous connaissez un peu les grades dans le système des Nations Unies. Donc, le P3, c'est pas un poste de junior, c'est pas senior, c'est intermédiaire parce que le poste requiert à peu près entre 4 et 7 ans d'expérience professionnelle. Donc, ça rentre dans ma tranche d'expertise, étant donné que il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai certes 7 ans d'expérience professionnelle, mais il y en a 5 qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation, même si les compétences sont transférables et que ça reste toujours la même base. Donc, ça, c'est important de savoir. Donc voilà. Donc, je tombe sur ce poste de Project Officer Learning Assessment à l'Institut de statistique de l'UNESCO au Canada. Et je lis donc le descriptif de poste. Ça me semble très pertinent
par rapport à mon parcours parce que quand j'ai intégré l'organisation dans laquelle je travaille actuellement, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'évaluation des apprentissages. Et c'est d'ailleurs ce premier poste qui a orienté, on va dire, à peu près le sujet de ma thèse. Parce que j'avais aussi dit dans une vidéo précédente que le sujet de thèse que j'avais annoncé au départ à mon directeur de recherche n'a rien à voir avec le sujet de recherche sur lequel je travaille maintenant. Donc, je travaille actuellement sur l'évaluation des apprentissages, mais plutôt en Afrique subsaharienne, donc le programme ASEC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la ressource humaine. Donc, c'est un programme d'évaluation de l'apprentissage à grande échelle. Et moi, donc j'ai commencé ma carrière dans l'éducation à travailler sur les programmes d'évaluation de l'apprentissage à grande échelle. Donc, tout ce qui concerne la collecte de données, les grandes évaluations au Canada comme PISA par exemple, comme PEARLS. Donc, entre guillemets, c'est ça. Et ensuite, j'ai évolué sur un autre poste d'analyste, analyste Education, Data and Research. Donc, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des données et de la recherche dans l'éducation. Ça peut être pour informer, pour orienter les politiques éducatives. Donc, ça reste quand même dans le même champ d'expertise. Et le sujet de ma thèse, c'est à peu près autour de ça, l'utilisation des données d'évaluation de l'apprentissage pour informer les politiques éducatives. Donc, tout est cohérent. Donc voilà. Donc, je vois ce poste qui me semble très pertinent et je postule à ce poste. Je postule à ce poste, on est le 24 novembre 2025. Vous allez voir plus tard à quel point les processus de recrutement peuvent être longs. Donc, le 24 novembre 2025, je postule. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu postules dans les organisations internationales, en tout cas, je vais parler de l'UNESCO, parce que c'est pour l'instant ma seule expérience dans ce domaine-là. Mais l'UNESCO, après avoir créé ton profil, tu mets tes expériences, bien évidemment, tes diplômes, tout ça, on te pose toujours 3 questions. La première question, c'est match your achievements and experience. Donc, tes accomplissements et tes expériences professionnelles. Le premier mot de ces 3 questions, c'est match. Donc, tu dois matcher les accomplissements que tu as fait et tes expériences par rapport à ce poste. Ensuite, le deuxième, c'est match your skills and competencies. Donc, tu dois, encore une fois, matcher les compétences que tu as acquises avec les compétences qui sont requises pour le poste. Et le troisième point, c'est match your career expectations. Donc, tu dois matcher ton évolution. Pourquoi tu penses que ce poste est pertinent par rapport à la carrière que tu espères avoir plus tard. Donc, en gros, c'est 3 questions. Et ces 3 questions sont très importantes. On va vous dire de répondre à ces questions en vous donnant un nombre maximum de mots. Je sais plus c'est combien de mots, mais vous ne pouvez pas répondre à ces questions en mettant 2 phrases. Ça ne fonctionne pas. Il ne faut absolument pas faire ça. Parce que je vois que, vous savez, souvent les processus de recrutement sur c'est même pas souvent les grandes organisations internationales, ça peut être même les grandes entreprises. Pour avoir travaillé dans le domaine des affaires aussi, souvent, tu es saoulé de ces questions qu'on te pose et au lieu de prendre ton temps de t'asseoir, de bien préparer une réponse et de bien matcher, tu vas répondre par une phrase, par 2 phrases, par 3 phrases. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé et c'est pour ça que j'en parle. Vous allez être shortlisté sur la base des informations que vous allez entrer dans votre profil, que ce soit votre diplôme, vos expériences, vous allez aussi être shortlisté par rapport aux réponses que vous allez donner par rapport à ces 3 questions. Si tu réponds banalement à ces 3 questions juste pour dire j'ai postulé, ça ne va pas le faire parce que de 1, quand tu postules à l'UNESCO, tu ne vas pas donner le CV que toi tu auras préparé. Ils ont un formulaire spécifique qu'il faut que tu utilises. Et ce formulaire a un format très précis. Si vous allez sur leur site de recrutement, vous créez un compte, vous allez voir ce formulaire-là. C'est très précis, les questions qu'on vous demande. C'est toujours, à chaque fois que tu parles d'une expérience professionnelle, tu dois parler de tes acquis par rapport à cette expérience professionnelle, de tes accomplissements par rapport à cette expérience professionnelle. Donc, c'est un format très particulier. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez répondre à ces 3 questions. Donc, le premier conseil que je vous donne déjà, c'est prenez le temps de vous asseoir, de bien réfléchir et de répondre correctement à ces 3 questions. Faites des longs paragraphes. Tant que vous ne dépassez pas le nombre de mots qu'on vous autorise à mettre, vous êtes OK. Mais ne vous en débarrassez pas. Ne répondez pas à ces questions juste pour répondre ou vous en débarrasser. Parce que si vous faites ça, vous avez déjà perdu vos chances dès le départ. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, répondre correctement à ces questions et postuler. Ensuite, donc, je postule le 24 novembre 2025. Ensuite, j'ai un premier retour le 27 février 2026, donc 3 mois après.
décembre, janvier, février. Donc 3 mois après, je reçois une invitation à passer un test technique. Donc c'est là que le processus de recrutement commence officiellement pour moi. Parce qu'au départ, j'avais juste postulé, répondu aux questions et j'attendais en fait. Et donc 3 mois après, je dois passer un test écrit. Donc quand on m'envoie un courriel, encore une fois, le format du courriel est très spécifique. On te dit, OK, tu as postulé à ce poste, tu as été shortlisté, donc tu vas devoir passer un test technique. Donc on te dit dans le courriel, ton test technique va se faire tel jour, telle heure. Donc c'est pas toi qui décides du jour, c'est pas toi qui décides de l'heure, c'est pas une discussion. On t'informe on t'informe de la date du test et de l'heure à laquelle tu vas passer le test. Donc, mais tu reçois quand même ce courriel plusieurs jours avant. Moi, je l'ai reçu 5 jours avant le jour du test. Donc, tu as le temps de te préparer. Tu as le temps de te préparer, tu as le temps de, si jamais il faut que, je sais pas, tu te libères, ou si jamais tu as une obligation à ce moment-là et qu'il faut que tu te libères, tu as le temps de t'organiser. Et donc, tu reçois aussi des indications par rapport au test. Donc, on te dit, moi, dans mon cas, on m'a envoyé dans ce courriel 3 liens pour aller télécharger 3 documents. Donc, on m'a dit, par rapport à ton test, ces 3 documents vont être pertinents. Il faudra bien les lire, il faudra bien les étudier. Un document de 55 pages, un document de 7 pages, un document de 154 pages. Donc, on est déjà à plus de 200 pages qu'il faut lire et comprendre et étudier avant le jour du test. Et encore une fois, ne prenez pas non plus cet exercice à la légère. Ne vous dites pas, parce qu'au moment où tu reçois ce courriel, tu te dis, ok, ben, je dois préparer le test, il y a juste des liens et je vais regarder ça plus tard. Et tu vas venir regarder ça 24 heures avant l'entretien et le test, pardon, 24 heures avant le test, et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de travail que ce que tu aurais anticipé. Donc, je vous conseille déjà, à partir du moment où vous recevez ce courriel, regardez les documents qu'on vous demande de voir pour pouvoir vous organiser sur les jours qui vont suivre, pour pouvoir bien les analyser et bien les étudier. Parce que c'est beaucoup de travail. Donc voilà ce que je fais. Je reçois ce courriel en fin de semaine, donc je prends mon week-end, je lis bien tous ces documents, je les étudie, je les comprends, je fais le lien par rapport au poste, j'essaye un peu de comprendre. Donc ça, c'est la première étape de préparation de mon test. Ensuite, la deuxième étape. Aujourd'hui, on est à une période où il y a l'intelligence artificielle. Donc, utilisez l'intelligence artificielle à bon escient. Utilisez l'intelligence artificielle à bon escient. Donc, je donne le descriptif du poste à ChatGPT, je lui dis, voilà le descriptif du poste auquel j'ai postulé, voilà les informations qu'on m'a données par rapport au test que je vais avoir. Est-ce que tu peux me générer un test blanc, un examen blanc par rapport à ce test-là? Donc, la durée de l'examen, je dis un examen blanc de 2 heures. Donc, il me prépare un examen blanc de 2 heures et sur lequel je travaille. Donc, je m'entraîne. Je m'entraîne à faire cet examen blanc-là, je note les trucs. Là où j'ai des difficultés, je note. Et donc, je me prépare comme ça. Et troisième étape de préparation, c'est aussi, je suis allée un peu voir sur les forums, qu'est-ce que les gens disaient par rapport à ce type de test, tout ça. Bon, je n'ai pas trouvé de choses hyper pertinentes, mais peut-être que si un jour, vous, dans votre processus de recrutement, vous allez aller sur YouTube, vous allez tomber sur cette vidéo et ça va vous aider. Donc, voilà. Et donc, je fais ces recherches-là. Donc, le jour du test, on m'envoie le test, on me dit, tu as 2 heures pour faire ce test. Donc, j'ai 2 heures pour faire le test et le test est décomposé en 3 parties. Il y a une première partie technique sur les données où on m'envoie une base de données et je dois l'analyser et répondre à des questions. Moi, je dirais que ça, c'était la partie la plus facile pour moi. C'était la partie la plus courte aussi. La deuxième partie, tu as un test on va tester tes compétences d'écriture, de synthèse. Tu dois écrire une note de briefing. Donc, on t'expose une situation, on t'expose un problème. Tu dois informer ton supérieur de ce problème-là et des solutions que tu préconises. Du coup, tu fais une note de briefing. Donc, ça, c'est la deuxième partie du test. Puis la troisième partie du test qui est beaucoup plus technique et qui a beaucoup plus concerné les documents qu'on m'a envoyés. Donc, c'était la partie la plus longue. Ça représentait 60% du test, si je ne me trompe pas. Et 60 ou 40%, si je ne me trompe pas. Mais c'était la partie la plus longue, c'était la partie la plus technique et la plus difficile. Et donc, c'était la partie où j'ai vraiment mobilisé tout ce que j'ai lu par rapport à ces documentations pour pouvoir faire cette partie-là. Et cette partie-là, c'était vraiment une mise en situation, un problème que tu vas devoir résoudre. Donc, voilà les 3 étapes du test que j'ai lu.
Donc, je passe le test le 2 mars 2026, je passe le test. En 2 heures, tu finis, tu dois avoir terminé et envoyé ton test. Et ils te répondent dans la foulée pour te dire on accuse réception de ton test. Et si jamais tu envoies en retard, ben, c'est mort pour toi. Et c'est très bien précisé dans le courriel qu'ils vont t'envoyer. Tu ne dois pas envoyer ce test en retard. Tu dois être dans les délais, même si quand les 2 heures arrivent et que tu n'as pas fini, tu envoies ce que tu as fait. Voilà. Et, euh, et donc, ce que je fais après ce test-là, je dis, je me demande à l'intelligence artificielle, je dis, voilà le test que j'ai eu, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux me noter sur une échelle de 0 à 10? Il me met 5,2. Et ça m'a déprimée pendant toute la journée. Du coup, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Si jamais vous avez pensé à faire ça, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Parce que à partir de là, je me suis déjà dit, ok, bah 5,2. Donc, c'est pas bien, quoi. Et je me suis dit, bah, il va jamais me rappeler, c'est mort. Et arrive le 21 avril 2026. Donc, j'ai passé le test le 2 mars 2026. Le 21 avril 2026, on m'envoie un courriel pour me demander des informations sur moi et des documents. Je suppose que c'est pour authentifier mon diplôme, citoyenneté, tout ça, tout ça. Et donc, je fournis les documents et je me dis, OK, bah, je suis toujours dans la course. Si je suis toujours dans la course, ça veut dire que finalement, mes résultats au test, c'était pas si mauvais que ça. Et donc, je reprends confiance. Là, je suis contente. Et donc, j'envoie tout ça la même semaine. Et le 13 mai 2026, je reçois une invitation pour un entretien. Je reçois une invitation pour un entretien. Et pareil, même format de mail, on me dit, voilà, ton entretien, ça va être tel jour, telle heure. On t'envoie le courriel plusieurs jours avant. On te dit que l'entretien, ça va être un entretien de panel. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs personnes. Et donc, je commence à préparer cet entretien. Je commence à préparer cet entretien-là. Donc, la première étape de préparation de cet entretien, c'est de me dire, OK, on m'a dit que l'entretien va être un entretien de panel. Donc, je vais m'informer sur qu'est-ce que c'est qu'un panel interview. Je vais m'informer, je regarde un peu, encore une fois, sur Internet, sur YouTube, pour avoir des informations sur ça. Et en fait, il se trouve que le poste auquel tu postules a plusieurs composantes. Il y a plusieurs compétences principales qui sont requises pour le poste. Et donc, le panel interview, c'est un interview où tu as un expert sur chaque domaine. Donc, tu ne peux clairement pas... tu peux clairement pas les entuber. S'il y a un aspect communication, tu auras un expert en communication. Un aspect statistique, tu auras un expert technique en statistique. Un aspect... je sais pas moi, gestion de projet, tu auras un expert en gestion de projet. Donc, ça s'est passé un peu comme ça pour moi. Donc, je passe l'entretien. Oh, ok. Avant de passer l'entretien, j'ai dit, ok, c'est peut-être, je me suis projetée, je me suis dit, si j'ai ce poste, ce sera peut-être l'un des postes les plus importants de ma carrière, parce que ce serait le poste qui va lancer ma carrière dans les organisations internationales. Et j'ai pas envie, si jamais j'ai pas ce poste, j'ai pas envie de me dire, ok, j'aurais pu faire tout ça pour l'avoir, j'ai pas fait. J'avais pas envie de me blâmer pour quoi que ce soit. Si j'ai pas le poste, la seule raison à laquelle je veux penser, c'est, ok, j'ai pas eu le poste, quelqu'un a été meilleur que moi, point. Pas parce que j'ai pas envie de me dire, je me suis mal préparée, j'ai pas envie de me dire, voilà, je me suis dit, je fais le maximum possible. Et donc, je voyais régulièrement sur LinkedIn une spécialiste en recrutement qui est consultante indépendante et qui coach les gens pour les entretiens des Nations Unies. Donc, j'ai fait appel à elle et on a fait ma préparation pour cet entretien ensemble. Donc, j'ai fait appel à une professionnelle. Je ne dis pas qu'il faut faire appel à une professionnelle. Si vous avez la capacité, faites-le. Si vous n'en avez pas la capacité financière, ne le faites pas. Ça ne coûte pas très cher. Ça m'a coûté... je dis que ça ne coûte pas très cher par rapport au fait que moi, j'ai un travail et que je suis payée, je ne suis pas au chômage. Donc, ça m'a coûté, je crois, à peu près entre 100 et 150 dollars. Quand vous dépensez ces 150 dollars, dites-vous que, c'est pas moi, c'est le prix d'un sac que vous alliez vous acheter, je sais pas moi, c'est le prix de l'argent de votre shopping du mois, ou même, même du trimestre. C'est pas grave. Vous l'investissez dans quelque chose qui, si vous êtes pris,
quelque chose qui va vous apporter beaucoup de valeur. Donc moi, je réfléchis comme ça. Moi, quand j'ai la capacité d'investir sur moi-même, j'investis toujours sur moi-même, quand j'en ai la capacité. Et que ce soit pour des formations, que ce soit pour des coachings comme ça, que ce soit quelque chose qui m'apporte de la valeur, je n'hésite pas à investir dedans. Je me dis, c'est toujours mieux que aller faire du shopping avec cet argent ou autre chose. Quoique faire du shopping, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que si je devais choisir entre aller faire du shopping avec cet argent et l'investir pour pouvoir avoir ce poste à l'UNESCO, le choix était très vite fait. Donc, j'ai fait appel à cette personne. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous apporte toujours de la valeur, en fait. Pendant ce coaching, je lui explique que voilà, je parle parce que, ah oui, ce que j'ai pas dit depuis tout le début, c'est que c'est un poste anglophone, ce poste. C'est pas francophone du tout. Tu travailles avec des gens qui parlent anglais. C'est un poste en anglais. Et donc, je lui dis, ben, moi, je ne suis pas native anglophone, je suis francophone. J'ai peur que mon anglais soit un désavantage pour moi. Et en fait, elle me prépare, elle me coach. On fait encore une fois un entretien blanc, mise en situation totale. On est vraiment en situation d'entretien. Donc, elle me pose des questions, je réponds aux questions. Et à la fin de cet entretien, elle me dit, mais vous m'avez dit au départ que votre crainte, c'était que vous avez peur que votre anglais soit un désavantage pour vous. Mais à aucun moment de cet entretien, vous n'avez pas compris une question que j'ai posée ou je n'ai pas compris quelque chose que vous avez dit. Donc, si c'est la première crainte que vous avez, oubliez ça déjà. Le problème ne se situe pas là. Il m'a dit, vous vous exprimez très bien en anglais, vous utilisez des mots simples, oui, mais vous exprimez très bien. Et c'est même un avantage parce qu'on comprend très facilement ce que vous dites. Et vous vous expliquez de façon très naturelle. Et donc, ça m'a permis déjà de m'enlever cette anxiété par rapport au fait que mon anglais n'est pas parfait. Parce que le problème n'était pas l'anglais. Donc, ça m'a permis d'être déjà un peu plus à l'aise par rapport au vrai entretien. Et ensuite, donc on débrief de comment je réponds aux questions, des mots qui sont importants. Genre, le jargon des Nations Unies, c'est pas la même chose que une entreprise dans le secteur privé quand tu réponds aux questions. Donc, c'était ma plus grande faiblesse. Donc, elle me coach là-dessus. Elle me dit, il faut vous adapter au jargon de l'organisation, à la façon de parler de l'organisation. Mais le contenu, les réponses que vous m'avez données sont très pertinentes. Il faut juste travailler sur comment formuler les réponses à ces questions. Donc, on a bossé sur ça très bien. Le jour de l'entretien, j'arrive à l'entretien, je ne suis pas stressée, je suis pas... genre, je sais déjà que euh, il n'y aura pas de problème d'incompréhension par rapport à l'anglais. J'ai besoin d'être rassurée par rapport à ça. Donc, le jour de l'entretien, je passe l'entretien le 19 mai 2025. Donc, j'arrive à l'entretien, ils sont 5 personnes. Une personne de la RH qui me challenge un peu sur toute la partie motivation. Il faut savoir que chaque personne te pose une question et à tour de rôle pour juger tes compétences dans tous les domaines. Donc moi, c'était ressources humaines pour la motivation. Le manager du poste, celui qui est le supérieur hiérarchique direct pour ce poste, m'a challengé sur la partie technique, euh, sur la partie communication et stakeholder engagement. J'ai eu quelqu'un sur la partie gestion de projet, j'ai eu quelqu'un sur la partie capacity building, parce que tu vas devoir travailler. C'est un poste qui concernait la collecte des données pour l'objectif de développement durable 4 de l'OCDE, les données d'évaluation de l'apprentissage, mais tu allais devoir, enfin, la personne qui occupe le poste va devoir travailler avec beaucoup de pays. Donc, tu dois être capable de travailler avec des pays qui ont des faibles ressources, avec des pays qui sont très bien dotés, et tu dois pouvoir être en support aux pays qui ont des faibles ressources pour pouvoir les aider quand même à produire des données de qualité. Donc, voilà. Donc, j'ai été challengée sur ces 5 aspects-là. Et ce que j'ai oublié par rapport au test, par rapport à l'entretien, c'est que on m'a dit un entretien de 45 minutes. On m'a dit les 10 premières minutes de l'entretien seront consacrées à une présentation orale. Donc, on m'a donné un sujet et on m'a dit de préparer une présentation orale pour le jour de l'entretien. Donc, j'ai préparé ça. Et en fait, c'était pas quelque chose qui sortait de nulle part parce que c'était par rapport à justement cette troisième partie de mon test qui était très longue. Pardon, cette troisième partie de mon test qui était très longue. Et donc, la présentation, c'était par rapport à cette partie-là. Donc, je fais la présentation pendant 10 minutes. Ensuite, s'enchaînent les questions. Donc, je réponds aux questions et je réponds aux questions une par une et ça se passe très bien, dans une très bonne ambiance. Je ne suis pas très stressée. Ils me mettent à l'aise, principalement la RH. Et donc, pour moi, ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et je vais terminer cette vidéo sur
les 5... J'ai passé l'entretien le 19 mai 2026. Depuis l'entretien, j'ai pas eu de nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, si j'ai pas le poste, ce sera parce que quelqu'un de plus compétent que moi l'a eu. Donc ça voudra dire qu'il faut que je sois meilleure la prochaine fois. Et that's it. Maintenant, euh, le premier truc qu'il faut faire quand vous terminez un entretien, et surtout qui est aussi important que ça, notez. Notez sur le champ toutes les questions qu'on vous a posées. Notez votre ressenti par rapport à chaque question. Où est-ce que vous pensez que vous auriez pu mieux faire? Où est-ce que vous pensez que vous avez géré? Où est-ce que vous pensez que genre c'était pas bien du tout et qu'il va falloir retravailler dessus? Notez tous ces trucs pendant que c'est encore frais dans votre tête. N'attendez pas un jour, 2 jours, 3 jours pour les noter. Notez-les sur le champ. Et je vous dis ça parce que ça va être très pertinent par rapport aux 5 enseignements que je vais vous dire qui vont suivre. Le premier conseil, enfin, pas un conseil, le premier enseignement que j'ai tiré de ce processus de recrutement, c'est que investir dans la préparation de ton entretien n'est jamais vain. Tu apprends toujours quelque chose. Si tu as la capacité d'investir, investis sur la préparation de ton entretien. Fais-toi aider par quelqu'un si tu as la capacité de te faire aider par quelqu'un. C'est très important. J'insiste bien sur le fait si tu as la capacité. Je ne veux pas aller dire aux gens, il faut aller prendre un consultant en recrutement, payer $150 à chaque fois que vous avez un entretien. Non, si vous n'en avez pas la capacité, il y a d'autres moyens de vous préparer. Si vous en avez la capacité, faites-le. Et les autres moyens de vous préparer, je parle très bien aujourd'hui, il y a plein de contenus sur YouTube que vous allez pouvoir trouver par rapport à ça. Il y a les forums, il y a plein de trucs. Donc, voilà. Et deuxième chose, c'est essayez de rester concentré sur le but de la question. Une fois que vous avez compris comment fonctionne un entretien de panel, vous savez que chaque question qu'on vous pose, c'est pour évaluer une compétence en particulier. Et c'est très précis. Donc, restez concentré sur cette compétence-là qu'on veut évaluer. Ne déviez pas de... Ne vous éparpillez pas. Ne vous éparpillez pas parce que... Et le troisième point, du coup, ça fait une transition naturelle par rapport au troisième point. Le troisième point, c'est que si on te relance sur une question qu'on t'a posée, chaque membre du panel te pose une question. Si on te relance par rapport à une question qu'on t'a posée, c'est que ta réponse n'a pas été claire. D'où l'importance de ne pas t'éparpiller, de rester sur la compétence qu'on évalue. Donc si on te relance, te relancer, ça veut dire on te pose la question, tu réponds, tu donnes une réponse, on te repose la question d'une autre manière. Ou alors on se focus sur une partie en particulier de la réponse que tu as donnée. Ça veut dire que ta réponse n'a pas été satisfaisante. Donc si ta réponse n'est pas satisfaisante, dès qu'on te relance sur une question, n'aie pas le réflexe de répéter ce que tu as dit. Parce que si ce que tu as dit était genre OK, on n'allait pas te relancer. Donc ça sert à rien de répéter ce que tu as dit. Il faut que tu clarifies ce que tu as dit. Donc voilà, reste concentré sur la compétence qui est évaluée et si on te relance, c'est que ce n'était pas satisfaisant, ne répète pas la même chose. Approfondis ou clarifie. Ensuite, quatrième point, quand tu prépares un entretien pour les organisations comme ça, aie toujours le réflexe de lire, va suivre déjà la page de l'organisation sur LinkedIn, suis, si jamais ils organisent des webinaires gratuits, si jamais ils publient des rapports, si jamais, lis les rapports, renseigne-toi sur l'actualité, sur les webinaires gratuits qu'ils organisent. Moi, j'avais participé quelques semaines avant à un webinaire que l'Institut de statistique de l'UNESCO avait organisé par rapport justement à l'évaluation de l'apprentissage, donc le DD 4.1.1. Et j'avais appris des choses pendant ce webinaire et des choses que j'ai pu utiliser pour répondre aux questions qu'on m'a posées. Et donc, ça prouve que tu es vraiment intéressé, que tu t'intéresses au sujet, que tu te renseignes, que tu fais de la veille, que tu n'es pas juste là pour passer un entretien et avoir le poste, que c'est vraiment important pour toi. En gros, que le poste est vraiment important pour toi et que tu es engagé par rapport à ça. Donc, ça, c'est très important. Ça sert toujours. C'est pas vain. Ensuite, dernière chose, c'est que si tu n'as pas le poste, malgré tous tes efforts de préparation, euh, malgré tous tes efforts de préparation, c'est que quelqu'un a été meilleur que toi. Et c'est pas grave. C'est OK. C'est OK, mais ça veut dire qu'il faudra que tu t'améliores pour la prochaine fois. Et pourquoi et comment tu peux t'améliorer? La première étape de cette amélioration, c'est justement de faire cette synthèse juste après l'entretien. De noter tout ce que tu penses que tu peux améliorer. Ou genre de noter vraiment ton ressenti par rapport à l'entretien, les questions qu'on t'a posées. Fais une synthèse de l'entretien dès que l'entretien finit. Ça t'aide plus tard, si tu n'as pas le poste, à t'améliorer pour un prochain cycle de recrutement, par exemple, pour le même poste ou pour d'autres postes. Parce que les processus de recrutement se ressemblent et c'est à peu près toujours...
ce sera toujours le même format. Donc, il faudra que tu t'améliores par rapport à ça. Il y a pas de frustration à avoir parce que je vais vous dire quelque chose. Postuler dans des organisations internationales, ça requiert de la patience. Ça requiert du courage, ça requiert de la patience. Si tu n'es pas patient et que toi, tu veux avoir le poste à la première candidature que tu vas faire, et que si tu n'as pas le poste, tu es frustré, tu te dis, oh, j'ai pas le poste, non, 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 je vais postuler. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut savoir que ces postes-là sont hyper compétitifs. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Donc, si tu es déjà shortlisté, dis-toi qu'à la fin du process, que je sois pris ou pas pris, j'apprendrai des choses qui m'aideront à mieux faire la prochaine fois. Je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. Mais c'est comme ça. Il faut faire la paix avec ça. Il faut persévérer. Il faut garder ton objectif de vue. Et il faut continuer les efforts. Continuer à t'améliorer. Continuer à apprendre. Continuer à rester. À suivre justement les webinaires de ces organisations, les formations. Suivre ces webinaires, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour t'inscrire. Et tu as accès à beaucoup de documentation et tu n'as pas besoin de payer pour ça. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, moi, aujourd'hui, la dernière étape de ce processus de recrutement, c'était le 19 mai 2026. Et depuis, je n'ai pas de news. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Qu'ils n'ont pas encore choisi quelqu'un, qu'ils ont déjà choisi quelqu'un, mais que le process n'est pas finalisé, donc je n'ai pas encore d'update. Mais dans tous les cas, je suis en paix par rapport à ça parce que je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai tout donné pour avoir ce poste. Et maintenant, si je ne l'ai pas, bah, la prochaine fois, je ferai mieux, basé sur les enseignements que je viens de vous partager et que du coup, des enseignements que j'ai tirés de ce premier processus de recrutement. Il faut savoir que c'est la première fois que je suis shortlistée. Faut savoir que c'est la première fois que je suis shortlistée pour un poste de cette importance-là à l'UNESCO. C'est tout simplement la première fois que je suis shortlistée pour un poste de fonctionnaire international à l'UNESCO. Donc, si ça ne marche pas cette fois, ça marchera la prochaine fois. Mais ça peut toujours marcher pour cette fois. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, si je fais un récap rapide, candidature envoyée le 24 novembre 2025, invitation à passer un test le 27 février 2026, je passe le test le 2 mars 2026. On me demande de fournir des documents administratif le 21 avril 2026. Je reçois une invitation pour un entretien le 15 mai 2026. Je passe l'entretien le 19 mai 2026. Donc voilà. Et le processus de recrutement n'est pas encore clôturé. Quand ce sera clôturé, que j'aurai une réponse officielle, je partagerai bien évidemment, je partagerai bien évidemment l'update avec vous, que ce soit positif ou négatif. Et je continuerai justement à vous partager toutes les actions que je vais mettre en place pour pouvoir intégrer ces organisations, si jamais je fais des formations ou des choses comme ça. Donc, je partagerai aussi. C'est l'idée de cette série de vidéos. Et ce qui est très important aussi, c'est que si tu regardes cette vidéo et que toi aussi, tu as fait un parcours de recrutement au sein d'une organisation internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le CDE, que ce soit la Banque mondiale, partage ton expérience en commentaire avec nous. Parce que je partage de la valeur et vos commentaires m'aident aussi, moi, de continuer à m'améliorer, de continuer à bien préparer ces processus de recrutement. Donc, votre feedback est très important pour moi. J'espère que cette vidéo a été utile. Si la vidéo a été utile pour toi, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à partager et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.